Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui a complètement changé notre façon de trouver de l'info. Le SEO, ou l'optimisation pour les moteurs de recherche. Mais on va tout de suite oublier l'image un peu classique des 10 liens bleus sur une page Google. Les sources qu'on a épluchées, qui vont du simple guide pour débutants à l'analyse de brevets techniques, montrent que l'intelligence artificielle est en train de réécrire toutes les règles du jeu. Notre mission aujourd'hui, décortiquer les fondamentaux qui, eux, restent valables et comprendre comment survivre dans cette nouvelle ère où Google ne se contente plus de lister des liens, mais en fait, il fabrique des réponses. C'est tout à fait ça. Le but n'est plus seulement d'être dans la liste, mais d'être un ingrédient dans la recette de la machine. On va voir que l'optimisation classique se transforme en ce que certains appellent déjà la Generative Engine Optimization, ou GEO. C'est un changement de mentalité complet. Alors, pour bien comprendre ce changement, il faut commencer par la base. Avant même de parler d'optimisation, comment un géant comme Google arrive à mettre de l'ordre dans le chaos qu'est Internet? Alors, le processus, en fait, il se décompose en 3 grandes étapes. L'exploration, l'indexation et puis le classement. D'abord, l'exploration, ce qu'on appelle le crawling. Imaginez des robots, des crawlers, qui parcourent le web 24 heures sur 24 en sautant de lien en lien pour découvrir tout ce qui existe. Attendez, donc avant même de penser à être premier, il faut d'abord s'assurer d'être, disons, invité à la fête. Si le robot de Google ne peut pas entrer sur notre site ou s'il ne comprend pas ce qu'il y a dessus, On est littéralement invisible. c'est un point de départ que beaucoup de gens oublient, non? C'est le piège numéro 1. Et juste après cette exploration vient l'indexation. Là, Google analyse le contenu de chaque page et le stocke dans une bibliothèque mondiale gigantesque. Une sorte d'immense catalogue. Exactement. Et si une page n'est pas dans cet index, elle n'existe pas pour le moteur de recherche. Enfin, vient le classement. Quand quelqu'un tape une recherche, l'algorithme pioche dans cette bibliothèque et classe les résultats les plus pertinents, en une fraction de seconde, selon des centaines de critères. D'accord, donc Google classe les pages. Ça semble incroyablement complexe. Pourtant, les sources qu'on a lues semblent tout ramener à 3 grands concepts: la technique, le contenu et l'autorité. Est-ce que c'est une simplification un peu abusive ou est-ce que ces 3 piliers sont vraiment 90% du problème? C'est une simplification, mais elle est très juste. C'est vraiment sur ces 3 piliers que tout repose. Le premier, la technique, c'est s'assurer que le site est une maison solide et, disons, accueillante pour les robots. D'accord. Le deuxième, le contenu, c'est ce qu'on met à l'intérieur de la maison pour que les visiteurs aient envie de rester. Et le troisième, l'autorité, c'est la réputation de cette maison dans le quartier. Prouvé par le fait que d'autres maisons de confiance pointent vers elle. Voilà, c'est exactement ça. J'aime bien cette métaphore de la maison. Commençons par les fondations alors. Le pilier technique. Si le site est mal construit, j'imagine que peu importe la beauté du mobilier à l'intérieur, personne ne voudra y entrer. Absolument. Les fondations doivent être impeccables. Le premier point, c'est l'accessibilité. Les robots doivent pouvoir explorer le site sans se perdre. Pour ça, on leur fournit une sorte de plan, un fichier qui s'appelle sitemap.xml. Un plan du site en gros. C'est ça. Un autre problème technique très courant, c'est le contenu dupliqué. Avoir la même information sur plusieurs pages différentes, ça embrouille les moteurs de recherche. Ça arrive souvent sur les sites de e-commerce avec des variations de produits ou des versions pour différents pays comme site.fr et site.be qui ont presque le même contenu. Exactement. Et pour régler ça, on utilise une balise canonique. C'est une petite ligne de code qui dit à Google « Et ces pages se ressemblent, mais celle-ci est l'original. C'est elle qu'il faut prendre en compte. » C'est une façon de clarifier les choses pour éviter d'être pénalisé. Et au-delà de ces aspects purement robotiques, il y a l'expérience de l'utilisateur humain. J'ai l'impression que c'est devenu un enjeu technique majeur. C'est devenu central. 2 facteurs sont même des critères de classement officiels. Premièrement, la vitesse de chargement. Une page qui met plus de 3 secondes à s'afficher perd une bonne partie de ses visiteurs. C'est énorme. Et deuxièmement, la compatibilité mobile. La plupart des recherches se font sur téléphone, donc Google analyse et classe les sites en priorité à partir de leur version mobile. C'est le fameux Mobile First Indexing. Concrètement, si un site est lent ou illisible sur un smartphone, il sera désavantagé partout. D'accord, les fondations sont solides, la maison est accessible et agréable à visiter sur mobile. Maintenant, il faut la meubler. Le contenu, c'est le mobilier, la déco. C'est ce qui donne envie aux gens d'entrer et de rester. Mais comment on sait quel mobilier les gens recherchent?
C'est tout l'art de la recherche de mots-clés. Il ne s'agit pas de deviner, mais d'utiliser des données pour comprendre ce que le public cherche vraiment. L'élément le plus important, c'est l'intention de recherche. L'intention. Oui. Est-ce que la personne cherche une information, comme comment fonctionne une assurance vie? Ça, c'est une intention informationnelle. Ou veut-elle acheter quelque chose, comme souscrire assurance vie en ligne? Ça, c'est transactionnel. Adapter son contenu à l'intention, c'est la toute première étape. Et une fois qu'on a compris l'intention, comment on choisit entre plusieurs sujets possibles? Là, on regarde deux autres métriques. Le volume de recherche, c'est-à-dire le nombre de personnes qui tapent ce mot-clé chaque mois, et la difficulté, qui est une estimation de la compétitivité. D'accord. Et les sources sont unanimes là-dessus. Un débutant a tout intérêt à viser des mots-clés à faible difficulté, même si le volume est plus bas. C'est une stratégie bien plus réaliste pour commencer à se faire une place. Les sources parlent aussi d'une manière d'organiser tout ce contenu, les topic clusters ou grappes thématiques. Ça sonne un peu comme une galaxie de contenu. L'image est parfaite. Au lieu d'écrire des articles au hasard, on construit un système solaire. On crée une page pilier, qui est le soleil, un guide ultra complet sur un sujet large, par exemple, les bases de l'assurance santé. Ok. Puis on crée des articles satellites, les planètes, qui traitent des sujets plus spécifiques comme comment choisir un bénéficiaire ou la fiscalité de l'assurance vie. Et tous ces articles satellites pointent vers la page pilier. J'aime cette image du système solaire, mais ça semble être une quantité de travail colossale. Est-ce que cette stratégie est accessible pour un créateur indépendant ou c'est vraiment un jeu réservé aux grandes entreprises avec des équipes de contenu dédiées? C'est une très bonne question. Ça demande du temps, c'est certain, mais c'est surtout une question de méthode. Un créateur indépendant peut tout à fait construire sa propre petite galaxie thématique sur plusieurs mois. L'avantage est immense. Ça montre à Google qu'on n'est pas juste un expert sur un petit sujet, mais qu'on maîtrise un domaine entier. On bâtit une véritable autorité thématique. Mais même avec la meilleure structure du monde, la qualité reste le juge de paix. Dans les documents, l'acronyme EEAT revenait sans cesse. Ça a l'air d'être un concept clé. C'est le concept central pour la qualité du contenu. EAT signifie expertise, expérience, autoritativeness, autorité et trustworthiness, fiabilité. C'est un ensemble de critères que Google utilise pour évaluer si un contenu est crédible et digne de confiance. D'accord. Ce n'est pas un facteur de classement direct, attention, mais ça influence fortement les algorithmes, surtout pour les sujets YYL, Your Money or Your Life. Ah oui, tout ce qui touche à la santé, la finance, le droit. Exactement. Pour ces sujets, la crédibilité est non négociable. Et comment on fait concrètement pour prouver son EEAT? Ce sont des signaux qu'on envoie. Exactement. Ça peut être une biographie d'auteur détaillée qui montre ses qualifications, des avis clients positifs, des mentions dans la presse spécialisée, tout ce qui prouve qu'une personne réelle et compétente est derrière l'information. D'accord. Une des sources donnait un exemple qui fait froid dans le dos. Un avocat aux États-Unis a utilisé une IA pour préparer une défense. Et l'IA a inventé de fausses affaires de jurisprudence. Non. Si, c'est la démonstration parfaite du danger d'un contenu qui manque d'expertise et de vérification humaine sur un sujet aussi critique. Cette idée de confiance semble être le fil rouge de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et j'imagine que cette confiance ne vient pas seulement de la qualité du contenu, mais aussi de qui vote pour nous. C'est là que les fameux liens entrent en jeu, n'est-ce pas? On arrive au troisième pilier, l'autorité. Et oui, elle est encore majoritairement mesurée par les liens entrants, ce qu'on appelle les backlinks. Chaque lien d'un site externe vers le vôtre est perçu par Google comme un vote de confiance. Il transfère une partie de son autorité, le link équité, mais la philosophie a radicalement changé. La qualité écrase la quantité. Donc, un seul lien d'un site très respecté, comme une université ou un grand journal, vaut plus que des centaines de liens achetés sur des sites de mauvaise qualité. Infiniment plus. Et pour reprendre notre analogie, un backlink de qualité, c'est comme si un magazine d'architecture réputé mettait votre maison en couverture. Ça prouve aux yeux de tous que cette maison n'est pas seulement bien construite, elle est une référence dans le quartier. Comment on distingue un bon lien d'un mauvais alors? Il y a une méthode? Une des sources propose un test mental que je trouve génial, le Google Smell Test, le test de l'odeur. L'idée est simple, seriez-vous fier et à l'aise de montrer ce lien à un ingénieur de l'équipe anti-spam de Google? Ah, c'est pas mal ça. Si la réponse est oui, c'est probablement un bon lien. Il doit y avoir une raison logique et naturelle à son existence, c'est une citation, une source de données, une recommandation éditoriale. Si le lien semble artificiel, il ne passera pas le test de l'odeur.
D'accord. Alors, mettons tout ça ensemble. On a des fondations techniques solides, un contenu de grande qualité organisé intelligemment et une autorité prouvée par des votes de confiance. Mais maintenant, on arrive à la partie qui semble tout remettre en question. L'IA, les AI Overviews, la recherche zéro clic. On entre dans la grande transformation. Plusieurs sources appellent ça « the great decoupling », le grand découplage entre la visibilité et les clics. C'est un concept fondamental à comprendre. Le découplage. Oui, un site peut être de plus en plus visible dans les résultats, mais recevoir de moins en moins de trafic. Attendez une seconde. Si je comprends bien, mon site pourrait être la source principale d'une réponse de l'IA, me donnant une visibilité énorme, mais mon trafic réel pourrait chuter parce que personne n'a plus besoin de cliquer. Pour une entreprise qui vide son trafic, c'est assez angoissant. C'est exactement le paradoxe, et c'est angoissant pour beaucoup. L'IA de Google synthétise l'information de plusieurs sources et la présente directement à l'utilisateur. La réponse est là, plus besoin de visiter les sites. Et la manière dont l'IA fabrique cette réponse est fascinante. Ah oui, Elle ne lit plus une page du début à la fin, elle la décompose en petits morceaux d'informations sémantiques, des chunks. des chunks, des morceaux, d'accord. Et comment elle assemble ces morceaux pour répondre à une question? Elle utilise une technique qui est décrite dans les brevets de Google, le query fan-out. Pour une question simple de l'utilisateur, l'IA va générer en secret des dizaines de sous-questions connexes et implicites. Donc le query fan-out, c'est comme si je demandais meilleures chaussures de course et que Google, dans sa tête, se demandait quelles sont les meilleures pour le marathon, quelles sont les plus abordables, quelles sont les mieux notées sur les forums, C'est ça. et qu'il allait piocher des petits bouts de réponse partout pour me construire le résumé parfait. Il fait le travail de recherche à ma place, mais en quelques millisecondes. C'est la meilleure analogie possible. Il va chercher les chunks les plus pertinents pour chaque sous-question sur des dizaines de sites différents, puis il assemble le tout dans une réponse synthétique cohérente. C'est une approche radicalement différente. Alors, la question à millions, qu'est-ce qu'on fait? Si le but n'est plus seulement d'obtenir un clic, comment peut-on encore être visible et pertinent? L'objectif change. Comme le dit une des sources, il ne s'agit plus de se classer, mais d'être récupéré, cité et jugé digne de confiance par le modèle d'IA lui-même. D'accord. Ça demande de nouvelles tactiques. Premièrement, structurer son contenu pour qu'il soit, disons, mangeable par une machine. Utiliser des tableaux, des listes, des données structurées, ça aide l'IA à extraire l'information proprement. Il faut donc formater pour la machine. Et sur le fond, ça change quoi? Le fond devient encore plus important. Il faut être digne de citation, fournir des faits précis, des données chiffrées, des analyses originales, pas des généralités interchangeables que l'IA peut trouver partout. D'accord. Et l'autre stratégie clé, c'est de construire une marque forte. Si les gens cherchent directement le nom d'une marque, ils contournent en partie les réponses de l'IA. L'autorité de la marque devient un signal de confiance majeur. Et où est-ce que l'IA va chercher toutes ces informations? Est-ce qu'elle se contente toujours des sources traditionnelles comme les blogs ou les articles de presse? Non, et c'est un point crucial soulevé dans les documents. Il faut être là où l'IA s'informe. Et on s'est rendu compte que les contenus générés par les utilisateurs sur des forums comme Reddit par exemple sont devenus des sources de premier plan pour elle. Vraiment? Les discussions sur des forums? Absolument. Une des sources note même que Google a un partenariat de données officiel avec Reddit pour entraîner ses modèles. L'IA y cherche ce qu'elle ne trouve pas dans le contenu marketing classique, des expériences authentiques, des débats, des avis nuancés. D'accord. Ça veut dire que pour une marque, être présente et bien perçue dans ses conversations devient stratégique. C'est un changement de terrain complet. Le voyage est donc immense. On part de fondations techniques très basiques, comme s'assurer qu'un robot peut lire une page, pour arriver à un monde où l'on doit optimiser son contenu pour qu'il soit non seulement lu par des humains, mais aussi compris, découpé et intégré dans le raisonnement d'une intelligence artificielle. C'est une excellente synthèse. Le spectre des compétences nécessaires s'est incroyablement élargi. Et pour ouvrir la réflexion, il y a une pensée finale qui ressort de nos sources IA. Le rôle du professionnel du SEO est en pleine mutation. Il passe d'un spécialiste technique, parfois obsédé par le classement, à ce qu'on pourrait appeler un ingénieur de la pertinence. Un ingénieur de la pertinence. C'est ça, c'est un rôle hybride à la croisée de la stratégie de contenu, de la science des données et de l'expérience utilisateur. Le défi n'est plus de gagner un clic, mais de s'assurer que sa marque et son expertise fassent partie intégrante de la connaissance et du raisonnement de la machine. Et ça nous oblige à redéfinir complètement ce que signifie le succès, bien au-delà du simple trafic organique.